beaucoup d'être fidèles à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945 sur ITV dans l'actualité de ce lundi. L'ouverture du procès de Thomas Sankara assassiné le 15 octobre 1987. Nous ferons le point de cette première journée. Les audiences sont suspendues jusqu'au 15 octobre. La nouvelle année scolaire démarre ce jeudi. Les enseignants ont effectué leur rentrée aujourd'hui. Nos équipes ont suivi cette première retrouvaille avec l'école. Les préparatifs se poursuivent. Ce lundi 11 octobre est aussi le début d'une grève de la faim menée par près de 500 prestataires de la Sénélec. Ils veulent intégrer la société après 5 ans de service. Et enfin, les sports en fin d'édition éliminatoire mondiale Qatar 2022. Le Sénégal joue contre la Namibie demain. C'est en match retour après une large victoire, 4-1 à domicile. La page des sports sera présentée par Saïkou Seidi. Rendons-nous sans plus attendre au Burkina Faso où s'est ouvert ce lundi le procès historique de Thomas Sankara. La séance a eu lieu sans le principal accusé, l'ex-président Blaise Compaoré. On note également que l'audience a d'ailleurs été reportée jusqu'au 25 octobre prochain. Les avocats de la défense souhaitent disposer d'un délai plus long afin de mieux prendre connaissance du dossier. Tout de suite, la correspondance de Ndiaga Thiam. 14 accusés, dont 12 à la barre, un tribunal qui vient juste d'être constitué après plus d'une trentaine d'années d'attente. Un procès tout simplement historique dans le public, la famille de Thomas Sankara, mais également celle des autres victimes des tueries d'octobre 87. C'est un moment que nous avons attendu depuis longtemps. Donc on est là, en tout cas en attendant que la vérité que nous avons toujours recherchée, que cette vérité soit connue. Et comme je dis, c'est important pour toutes les familles des victimes. Toutes les familles des victimes attendent ce moment et les Burkinabés aussi. Donc c'est ça qui commence, c'est ce jour qui commence aujourd'hui. Et nous espérons, en tout cas nous souhaitons que cette vérité soit faite. Un procès qui est toujours à l'étape des préliminaires, mais qui suscite déjà beaucoup d'espoir. L'espoir est permis, comme vous l'avez vu. Ça va doucement, mais ça avance. Et pour un premier jour, je crois que c'était pas mal. J'ai apprécié surtout le sens de l'humour du président du tribunal qui détend l'atmosphère, même s'il est grave. Voilà. Nous souhaitons que le jugement se fasse dans une atmosphère apaisée. Malgré les douleurs des victimes, malgré les attentes qui ont duré depuis 34 ans. Accusé, Blaise Compaoré, lui, ne s'est pas présenté à l'audience de ce 11 octobre 2021. Un procès que ses avocats trouvent d'ailleurs politique. Quant à l'adjudant-chef Hyacinthe Kafando, chef de la garde rapprochée de Blaise Compaoré, il reste toujours introuvable. Et rendez-vous ce soir à 20h45 avec Mohamed Kandji pour une édition spéciale pour l'ouverture de ce procès de Thomas Sankara. Retour sur Dakar, le personnel enseignant a effectué sa rentrée aujourd'hui au lycée Lamine Gueye comme au collège Sacré-Cœur. L'heure est au dernier réglage pour le démarrage des cours pour les élèves prévus ce jeudi. Les mesures d'hygiène anti-Covid-19 restent maintenues. Le reportage est signé Pape Madira Tessar. La rentrée scolaire 2021-2022 est lancée ce lundi au lycée Lamine Gueye de Dakar. Des enseignants sont déjà sur place pour émarger. Dans son bureau, le proviseur est dans les réglages. Tout est fin prêt à son niveau. Tout le personnel enseignant, le corps d'encadrement, ils sont venus ce matin donc, pour émarger. Vous avez vu, nos emplois de temps sont prêts. Les listes de classe pour nos élèves, les listes de classe 2021-2022 sont là, seront tout à l'heure remises aux surveillants pour affichage. Le matériel pédagogique est également disponible. Par rapport à l'environnement scolaire, les salles sont nettoyées, tout comme la cour de l'école. Au collège Sacré-Cœur,
Les enseignants sont regroupés dans le hall du bâtiment administratif. Ils viennent de finir leur réunion de rentrée. Le personnel a répondu présent, le personnel enseignant, le personnel de service administratif et le personnel technique. Voilà, donc ça s'est bien passé. Cette année, il y a 250 personnes. Aussi bien les enseignants permanents, les vacataires, personnel de service et technique. Dans ces deux établissements scolaires, l'on rassure sur le concept Ubitaï, Djangtaï, qui marque l'effectivité des cours jeudi prochain, sans occulter pour autant le contexte de Covid-19. Le personnel enseignant, le corps d'encadrement, ils sont venus ce matin donc, pour émarger. Nos emplois de temps sont prêts. Les listes de classe pour nos élèves, les listes de classe 2021-2022 sont là, seront tout à l'heure remis aux surveillants pour affichage. Le matériel pédagogique est également disponible. Par rapport à l'environnement scolaire, les salles sont nettoyées. Malgré qu'il y a une forte baisse, mais la pandémie, la Covid est toujours là, on va garder toujours le même dispositif en respectant les mêmes mesures barrières, le port de masque, le lavage des mains et la distanciation éventuelle. Donc nous, on garde toujours les mêmes mesures. Ils sont plus de 100 000 enseignants partout au Sénégal concernés par la rentrée de ce lundi. Dans 3 jours, ils vont accueillir les élèves dans les salles de classe pour le début de 9 mois d'enseignement. Nous ne pouvons malheureusement pas en dire autant à Rufisque au lycée Camp-Marchand. Des tensions ont émaillé cette première journée de rentrée des enseignants. Ces derniers, en collaboration avec les parents d'élèves, exigent le départ de l'intendant du lycée. Ils lui reprochent notamment une gestion au paquet très douteuse. Samba Diop est professeur d'histoire et de géographie dans ce lycée. Il revient sur ce différend au micro de Babacar Seck. Depuis pas mal de temps, le lycée Camp-Marchand traverse une crise récurrente. On peut dire plus de 4 ans. Et ça correspond avec l'arrivée de l'intendant M. Diop, qui depuis lors, le lycée traverse des soubresauts qui ont comme corollaire des détournements de fonds et une situation sociale très délétère, car M. Diop se permet d'outrepasser ses prérogatives, ses fonctions, je veux dire. Il ne respecte pas les recommandations du proviseur, voire ceux du conseil de gestion. Il gère dans la plus grande capacité les fonds du lycée qui ont été budgétisés et qui s'élèvent à plus de 19 millions. Si je ne me trompe, c'est 18 954 000. M. Diop outrepasse ses prérogatives, gère les fonds du lycée comme un épicier qui gère sa propre boutique ou sa cantine, sans justification, sans papier justificatif, sans facture. Et M. Diop, non seulement il use de l'argent du contribuable, les deniers du contribuable, sans justification. Donc, et en plus de ça, il y a des choses démonies, des choses qu'on ne peut pas dire, que la morale nous interdit de dire en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur. Donc vraiment, pour tout ça, nous exigeons son départ. Ici, le maître mot, c'est son départ. Et l'ouverture d'une enquête, que les fonds du lycée soient audités. Et l'autre titre de cette édition, les prestataires de la Sénélec ont entamé une grève de la faim ce lundi. Après 5 ans de service, ils veulent maintenant intégrer de manière définitive la boîte et il s'agit de 499 agents. Mamadou Dien et Augustin Mandan les ont rencontrés. Les prestataires de la Sénélec passent à la vitesse supérieure. Ils ont entamé une grève de la faim. Ces prestataires veulent être embauchés dans la Société nationale d'électricité. Nous ne pouvons plus, en tout cas, vivre cette situation au niveau de la Sénélec. Quand je l'avais dit la semaine passée, vivre prestataire, être prestataire durant toute sa vie, c'est vivre dans la galère. C'est avoir chaque jour des problèmes de loyer à la fin de chaque fin du mois. Parce que tu peux rester 4 mois, 5 mois sans être payé, c'est pas du tout normal. Donc si aujourd'hui nous sommes venus jusqu'à ce stade, c'est parce que la direction générale nous a poussé jusqu'au bout. Et nous, en tant que jeunes, nous ne sommes pas prêts à lâcher en tout cas ce combat. Nous sommes au nombre de 499. Les prestataires dénoncent un manque de volonté de la part de la direction générale. Ils estiment être laissés en rade dans les recrutements. Nous sommes prestataires, il y en a qui ont prêté depuis plus de 5 ans.
Il y en a qui ont parlé plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Imaginez-vous, nous avons rencontré le directeur général à maintes reprises. Le directeur général nous avait promis de nous embaucher depuis en 2020. Je l'avais dit que le directeur général, c'était le 29 décembre 2020 qu'il m'a appelé pour me proposer 3 personnes. Mais imaginez, 3 personnes sur 99 prestataires. Mais ça c'est vraiment honteux. Et alors que chaque année, le conseil d'administration de la Sénélec définit le nombre que la Sénélec doit embaucher. Donc aujourd'hui, cette année 2021, la Sénélec doit embaucher un nombre de 221 prestataires. Ces prestataires de la Sénélec, au nombre de 499, ne comptent pas lâcher prise. Ils sont déterminés à poursuivre cette grève de la faim pour avoir gain de cause. Et par la voix de son directeur principal qualité et support, Bassirou Sylla, la Sénélec indique qu'il n'y a aucun lien juridique et organique entre la société elle-même et ses prestataires. Mais il y a 2 possibilités pour ces agences organisées en GIE pour travailler avec la Sénélec ou passer par le concours. Bassirou Sylla est joint au téléphone par Mamadou Dien. Je pense que tout ce que Sénélec devait dire sur ce sujet a été dit. Nous n'avons aucun lien juridique et organique avec les membres de cette amicale et on a eu à l'exprimer à maintes reprises par voie de presse, tout en donc, mettant en place des possibilités de prendre en charge certaines de leurs attentes. Et je pense que je vais préciser 2 voies possibles. C'est qu'ils se constituent une entreprise légale en GIE et intégrer le microcosme de nos prestataires. La deuxième possibilité, c'est que les membres, leurs employés ou les membres de l'amicale puissent postuler au concours que nous organisons régulièrement pour recruter les ressources nécessaires au fonctionnement de notre entreprise. Et je pense que nous avons joint l'acte à la parole. Récemment, nous avons donné la priorité à ces personnes-là et aujourd'hui, dans notre programme de recrutement, sur 92 personnes recrutées, les 60% viennent des employés de nos prestataires. Je le répète encore une fois, nous n'avons aucun lien juridique organique avec les membres de cette amicale. Toute autre chose maintenant, l'enquête sur le trafic présumé de passeports diplomatiques se poursuit. Moussa Tine dénonce cependant la lenteur de la procédure. Selon l'ancien député à l'Assemblée nationale, par ailleurs candidat à la mairie de Thiès, l'État du Sénégal cherche à étouffer l'affaire. Pourquoi? Voyons cela avec Migui Maramdjaye. À partir de ce 14 octobre, l'Assemblée nationale sera en session ordinaire. La question de la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques sera évoquée à l'occasion, mais l'ancien député Moussa Tine accuse l'État de vouloir étouffer cette affaire. Dans cette affaire-là, on n'avait pas besoin, en l'état du dossier, de la levée de l'immunité parlementaire des députés. La levée de l'immunité parlementaire des députés obéit à 2 régimes juridiques différents. C'est différent selon que le député est en session ou il est hors session. Lorsque le député n'est pas en session, l'Assemblée nationale avait la possibilité, la police judiciaire, la justice avait la possibilité de poursuivre les députés, de les interpeller, de mener une enquête, de mettre tous les actes de procédure, sauf les arrêter. Pour la tâche, on avait besoin justement de l'autorisation de l'Assemblée nationale. Donc, on est en train justement, à mon avis, de chercher à étouffer le dossier. C'est-à-dire qu'on crée, on ouvre le dossier et on attend l'ouverture de la session pour faire opérer justement la levée de l'immunité parlementaire justement des députés. La représentation nationale sous les feux de la rampe à cause de cette affaire qui est loin de connaître son épilogue. Le président de l'Alliance démocratique, Pinto, parle d'une assemblée de faussaires. Le premier défi, c'était justement de travailler sur l'image, le renforcement justement de l'Assemblée nationale, dans le sens du rééquilibrage des pouvoirs et aussi de l'indépendance de la justice qui est un autre volet. Donc, il y a un cas qui avait commencé à tirer, il y a des ambitions qui avaient déjà été affichées, mais aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une assemblée nationale de faussaires. L'histoire de faux billets d'abord, c'est un député qui est impliqué. Aujourd'hui, on parle de passeport diplomatique, ensuite autre chose. Au-delà justement de la question judiciaire, de cette affaire-là, il y a simplement l'image de l'Assemblée nationale qui se pose aussi bien au plan interne qu'au plan international. Autre affaire qui défraie la chronique, celle des activistes du mouvement Y en a marre, Kilifeu et Simon ont prêté le flanc, regrette Moussa Tine. Ils ont commis des erreurs, mais ils nous ont donné une belle leçon. Ils ont donné une belle leçon de démocratie. Ils ont donné une belle leçon de comportement dans la vie publique. Pourquoi? Parce que lorsque le problème s'est posé, Y en a marre a sorti un communiqué. Ils ont suspendu eux-mêmes leurs activités. Ils sont mis à la disposition de la justice. Donc, c'est ça qu'on attend justement. Et c'est ça qu'on attendait aussi de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lorsqu'il faut, il faut quand même assumer. Il faut assumer. C'est ça aussi
l'homme public. Là où on commet des erreurs, là où on connaît des comportements qui ne sont pas appropriés dans la vie publique, mais quand ça se passe, il faut accepter d'assumer. Le président de l'Alliance démocratique Pencho, candidat à la mairie de Thiès-Ville, invite l'État à un traitement équilibré de ces dossiers. Merci beaucoup, Migui Maramdja. La journée internationale de la fille a vécu ce lundi sur le thème des informations et sécurité des filles. En ligne, il est question de protéger, mais surtout de prévenir les dérives sur Internet. La coordinatrice du projet national de renforcement de la santé de la mère et de l'enfant pense qu'il faut former les filles à l'utilisation des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Adama Touré avec Seynabou Babou. Et pour renforcer le droit des filles, donc il nous faut quand même renforcer leur leadership. Essayer de renforcer leur capacité, de faire le maximum de sensibilisation pour que ces derniers puissent comprendre donc leurs propres préoccupations et de les défendre. Il nous faut quand même renforcer la capacité des filles, les former sur l'utilisation des TIC, les sensibiliser donc pour une bonne utilisation et demander, faire un plaidoyer auprès des autorités pour que ces derniers aussi puissent sécuriser les sites Internet. Surtout certains sites que les enfants ne doivent pas recevoir, l'État doit faire quelque chose pour pouvoir quand même les fermer ou bien les verrouiller à un certain moment. On doit commencer l'éducation au niveau de la maison. Et si le parent ne comprend pas comment éduquer l'enfant. Mais heureusement, nous avons à côté, donc l'État a fait beaucoup de choses, nous avons la petite enfance. Nous avons des écoles que l'on appelle les cases des tout-petits. À partir de ce stade, on devrait commencer à former l'enfant sur l'utilisation des TIC. On voit l'enfant à bas âge, dès 1 an, l'enfant commence à utiliser le téléphone. Donc on peut l'apprendre comment utiliser le téléphone, peut-être par rapport à son niveau, et intégrer un programme au niveau du curriculum de formation pour que aussi les jeunes, en particulier les filles, puissent utiliser correctement les TIC en toute sécurité. Et notre reportage du soir, aller à la retraite, c'est comme entamer une nouvelle vie avec des appréhensions. C'est aussi un moment où on s'arrête pour faire une sorte d'évaluation, de bilan de son parcours professionnel, voir surtout ce qu'on a réalisé. Notre reporter Khadija Diouf s'est intéressé au sujet ce soir et s'est rendu auprès de quelques personnes retraitées qu'elle a rencontrées dans les rues de Dakar. Reportage. Pékin, rue 10, jeunes et adultes discutent dans une bonne ambiance. Ici, le logement demeure un problème, surtout chez les personnes âgées. Paptal, 50 ans, peine à payer son loyer à cause de ses faibles revenus. C'était difficile de payer le loyer à chaque fin du mois. Vous savez, la vie est difficile et les bailleurs ne nous pardonnent absolument rien du tout. Ils nous mettent souvent la pression pour payer avant le 5 et c'est très compliqué. Comment ça le problème? Va et vient. Mère Khadijatou se débrouille tant bien que mal avec un commerce de cacahuètes pour payer son loyer. Cette femme de 64 ans est obligée de faire contribuer ses enfants. Pour faire le payer le loyer, je m'arrange avec mes enfants. Chacun donne sa participation pour le paiement. Ne disposant pas d'un travail bien rémunéré, Mère Khadijatou n'avait pas les moyens d'épargner, car obligée de vivre au jour le jour. Je ne peux pas épargner. La vie est tellement dure. Je ne pense même pas à cela. Ce qui me préoccupe le plus, c'est comment faire pour survivre. Payer le loyer reste toujours un grand casse-tête pour beaucoup de familles au Sénégal. Même si une loi a déjà été votée dans ce sens, ces locataires continuent de subir le même calvaire. Dans le reste de l'actualité, une célébration. Voilà 3 ans que le site E-Média SN a intégré le paysage médiatique sénégalais et grâce à vos clics, le site a aujourd'hui atteint 11 millions de visiteurs. Nos reporters ont également produit 21 000 articles pour vous. Alors merci beaucoup. Et ce soir, nous vous proposons de découvrir l'ambiance au site www.emedia.sn avec Seynabou Babou. Rigueur, talent,
professionnalisme, le triptyque qui définit le travail des 3 ans d'existence du site imedia.fm. Aujourd'hui, les fruits tiennent la promesse des fleurs avec plus de 11 millions de visiteurs. 21 863 articles publiés, on avait plus de 23 000 visiteurs par jour, un bilan flatteur. Donc à ces 11 millions de visiteurs, nous pouvons aujourd'hui avoir la prétention d'avoir également collecté 40 000 visiteurs en un seul pic. C'est-à-dire que quand nous faisons la moyenne, le pic que nous avons atteint, c'est 40 000 visiteurs. Mais depuis le maintenant, nous avons stabilisé à 23 000, 24 000, 25 000 visiteurs par jour. Au Sénégal, où l'on assiste à une prolifération des médias en ligne, iMedia a réussi dans ce magma à se démarquer, ce qui lui permet de figurer parmi les sites de référence du pays. Bon, sentiment de fierté et un sentiment de travail accompli. Parce que quand même 3 ans d'existence, et si on parle des sites de référence dans ce pays, on ne peut pas citer 3-4 sites sans pour autant citer un média.sm. C'est en quelque sorte les reporters qui sont dans le site et les responsables ont essayé tant bien que mal d'être des professionnels, de rester des professionnels. Un démarquage qu'explique le rédacteur en chef. Et contrairement à ce qui se fait dans le plus grand nombre de sites, de plateformes qui sont bien connus sur la place, j'ai trouvé que le média a choisi quand même d'être au lieu de passer court dans les faits divers, le média a choisi d'être très sérieux sur le traitement d'informations. Information, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit sport, même société, mais vraiment en respectant les règles du métier. Le groupe iMedia a réussi à se faire une place dans la sphère médiatique sénégalaise. iMedia.fm ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Beaucoup d'innovations sont prévues les mois à venir, notamment avec le lancement de la nouvelle plateforme prévue le 20 novembre prochain 2021. On va passer le relais à quelqu'un. Place aux actualités des sports avec Saïkou Seydi avec moi sur ce plateau. Bonsoir Saïkou et bienvenue. Bonsoir Adam. Et nous démarrons avec du football, qualification mondiale Qatar 2022. Je l'annonçais en titre, Aliou Cissé veut se qualifier au premier tour et ce dès demain. Après une large victoire à domicile 4-1 devant les Braves Warriors, les Lions du Sénégal vont découdre avec la même équipe demain. Ce sera à 13h au Orlando Stadium au match capital. Une victoire impérative selon Aliou Cissé pour décrocher dès demain la qualification pour le dernier tour ultime pour la qualification au Mondial Qatar 2022. Aliou Cissé, sélection nationale des Lions, était en conférence de presse d'avant-match. Suivez. Sauf que dans cette poule-là, dans ces éliminatoires-là, le meilleur scénario, c'est ce que vous venez de dire, c'est de pouvoir gagner demain et rapidement pouvoir se concentrer sur les échéances futures, la préparation de la CAN plus sereinement. Oui, ça c'est notre souhait. Après un match de football, on ne sait jamais comment ça peut se passer. En tout cas, il est important pour nous de faire un bon résultat. D'aborder ce match-là avec la même envie qu'on a abordé le match aller chez nous, tout en sachant que ça ne sera pas du tout le même match. En face, il y aura une équipe très concentrée, une équipe qui aura envie en tout cas de faire tomber le Sénégal. Mais je crois que nous, sur nos dernières sorties, et notamment ce que nous avons produit en première période contre la Namibie, doit nous réconforter sur notre ligne directrice, sur notre identité de jeu, sur nos principes de jeu. Et nous restons avec lui, Saïkou, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, qui reste quand même indulgent avec ses joueurs sur les erreurs défensives commises contre la Namibie samedi dernier. Problème de concentration ou absence de communication, plusieurs termes employés par les observateurs pour justifier les errements défensifs des Lions samedi contre la Namibie, erreur qui pourrait coûter cher la bande. Aliou Cissé, le sélectionneur national, pense que c'est des erreurs à éviter et surtout c'est des choses qui ne se pardonnent pas face à des adversaires beaucoup plus coriaces. Aliou Cissé, que nous écoutons toujours. La lecture de ce match-là, je ne crois pas que ce soit un problème mental, je crois que c'est plutôt un problème de concentration, de lecture
moments du jeu, dans les moments où l'équipe adverse est très haut sur le terrain, de comprendre que oui, effectivement, on va sortir le ballon court, on risque de prendre des risques. Mais il nous est arrivé quand même dans ce match-là que malgré la pression de l'adversaire très haut sur le terrain, on a pu sortir les ballons et puis pour pouvoir trouver justement Sadio Mané ou trouver Ismaïla Sarr à l'intérieur du jeu. Je ne suis pas contre partir derrière, mais après à un moment donné, il faut connaître la lecture, il faut voir la lecture du jeu, savoir qu'il faut rallier le jeu court et le jeu long. Donc c'est pas un problème mental, c'est un problème de concentration. Je n'ose pas croire que c'est un manque d'humilité, je n'ose pas croire non plus que c'est de la suffisance, mais surtout de lecture du moment du jeu où il faut peut-être changer le film du jeu, de passer à un film, à sortir le ballon court, à un film peut-être de jouer un peu plus long. Cette rencontre est à suivre sur e-radio demain à 13h GMT, Sénégal-Namibie. Sinon, Namibie-Sénégal sera Orlando Stadium de Johannesburg. Retenez juste que la Côte d'Ivoire est désormais leader de la poule D après sa victoire 2-1 devant le Malawi. C'était cet après-midi. Les éléphants ont 10 points désormais, 1 point de plus que le Cameroun qui est à la deuxième place de cette poule des qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Toujours la Mauritanie remercie en temps des Limoges son sélectionneur national Corentin Martins. Nommé sélectionneur national des Mourabitoun depuis 2014, Corentin Martins a été limogé dimanche suite au match nul contre la Tunisie 0-8 partout qui entérime l'élimination des Mourabitoun dans les qualifications mondiales 2022 avant même les 2 dernières journées. L'information a été annoncée à la télévision nationale par le président de la fédération Ahmed Yahya, le technicien français et le grand artisan de la première qualification historique de la Mauritanie pour la CAN en 2019. Il avait réussi d'ailleurs à qualifier le groupe à la CAN 2022. Son bilan à la tête des Mourabitoun, c'est 22 victoires, 15 matchs nuls et 28 défaites. Et on revient sur Dakar Seikou, à Mbacké précisément, où les populations déplorent les lenteurs notées dans les travaux du stade de la ville. Le nouveau président de l'avenir de Mbacké élève la voix. Mohamed Badian et son équipe déplorent les lenteurs notées sur le chantier de construction, sinon de reconstruction du stade de Mbacké. Toujours, donc le chantier est en cours, mais les lenteurs sont notées dans ce domaine depuis 2 ans. À cet effet, le président du club de la ville de Mbacké invite les autorités en charge du sport à réagir car selon lui la jeunesse de Mbacké a aujourd'hui besoin d'un espace pour quand même s'épanouir. Nous allons suivre cet élément de Goradadlo. En visite au stade municipal de Mbacké en construction depuis des années, le nouveau président de l'avenir de Mbacké déplore l'état d'avancement des travaux. Mohamed Badian dénonce l'inertie des autorités et met en garde l'entreprise en charge de la construction du stade de Mbacké. Nous avons constaté qu'ici les travaux n'ont pas avancé. Depuis des années, le promoteur qui est là ne fait aucun effort. À notre arrivée, on a trouvé que 4 ou 5 ouvriers qui sont en train de travailler sur le site. Et ça, c'est pas normal. Je le dis et je le réitère, ça ne peut pas continuer. Une ville comme Mbacké, c'est une ville sportive. On ne peut pas accepter que cette ville n'ait pas un stade digne de son nom. Vous voyez ce que je veux dire? L'équipe de l'avenir de Mbacké, c'est quasiment la deuxième équipe de la région. Elle est en 3e division. La première équipe, c'est Sonacos de Diourbel. Donc il est normal que cette commune, cette ville, ait un stade digne de son nom. Et nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, un seul promoteur nous prenne en otage. Depuis des années, il n'y a rien qui avance. Vous avez vu la tribune, c'est quasiment à moitié construit. Et ça ne peut pas continuer. Je l'ai dit tout à l'heure, tantôt en Wolof, s'il ne peut pas continuer les travaux, on peut casser le marché, trouver un autre promoteur. Il n'est pas le seul ici, entrepreneur. Ainsi, le président de l'avenir de Mbacké entend saisir le ministère des Sports qui avait annoncé l'ouverture prochaine du stade de Mbacké. Et nous, à notre niveau, on va saisir l'autorité de tutelle, le ministère, pour lui dire qu'aujourd'hui, la ville de Mbacké a besoin de son stade. Les jeunes de Mbacké ont besoin de leur stade, les sportifs de Mbacké ont besoin de leur stade. Parce qu'aujourd'hui, une équipe qui joue, la logique c'est qu'il ait ses supporters, c'est le minimum. Mais aujourd'hui, si l'avenir joue, quasiment, si l'avenir ne joue pas à Diourbel, il joue à Bambey. Et vous savez pertinemment mieux que moi, tout le monde passe se déplacer pour aller à Diourbel et à Bambey. Nous, on a besoin de nos supporters, des fils de Mbacké pour supporter l'équipe Pagnon. Et le
président de l'avenue Urbain Baki, Mohamed Badjan et son équipe entendent amener l'équipe Fagnon du Bawal en Ligue 1 du championnat sénégalais de football. C'est la fin des actualités des sports au niveau national. Saïkou Seydi met une brèche, une transition pour Fenêtre d'Afrique qui se met également aux couleurs des sports aujourd'hui. Et c'est pour parler des qualifications pour le mondial Qatar 2022. Le Gabon, pour cette 4e journée qui est logée dans la poule F, a pris sa revanche sur l'Angola 2-0 après avoir perdu la manche aller à 3-1 à Luanda. On a observé que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang a conduit ses coéquipiers à la victoire. Aziz Adewali Tiandi qui est en ligne depuis Libreville. Bonsoir Aziz, vous pouvez revenir un peu sur cette rencontre mais surtout l'espoir de tout un peuple pour cette qualification au prochain mondial. Bonsoir à vous et à tous les fidèles téléspectateurs d'ITV au Sénégal et à travers le monde. Le match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, opposant les Palancas Negras d'Angola aux Panthères du Gabon, s'est soldé par la victoire du Gabon à Franceville au sud-est du pays ce lundi. Les Gabonais étaient attendus par leurs supporters pour réagir après la défaite qui a presque éliminé l'équipe en Angola il y a 48 heures. Les Panthères du Gabon ont perdu 3-1 en Angola et il y a eu cette belle réaction du capitaine, notamment Pierre-Emerick Aubameyang qui avait été fortement critiqué, et la belle entrée en matière du jeune Moussunda qui a inscrit le 2e but du Gabon à la 84e minute, après celui de Pierre-Emerick Aubameyang à la 74e minute. Il n'y a pas eu de mouvement populaire autour de ce match ou bien d'engouement en raison du résultat négatif des 2 précédents matchs et surtout du match contre l'Angola à Luanda. Les Gabonais se sont-ils relancés? Difficile à dire parce qu'il reste 2 matchs avec, pour espérer avoir le droit de rêver, 6 points possibles à prendre. Ce n'est pas impossible, mais ça va être très compliqué parce qu'il va falloir aller chercher les pharaons d'Égypte au Caire, ce qui n'est pas toujours facile. Les Panthères du Gabon ont donc maintenu leur invincibilité au stade de rénovation de Franceville où elles n'ont jamais perdu. Maintenant, l'espoir va peut-être être entretenu. À la conférence de presse d'avant-match, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang avait indiqué que ses coéquipiers et lui allaient tout faire pour garder sauf l'honneur du pays. Ils y sont parvenus, même si le public n'a pas communié avec eux. On a quand même vu les images des vestiaires où ils ont chanté à gorge déployée pour célébrer cette victoire après avoir essuyé tant de critiques. On note qu'au Gabon, pour l'instant, Adewali Tiandi, merci. Et puis je le rappelle encore, le Sénégal joue demain à 13h. Rencontre à suivre à 13h et également sur e-radio avec Pamali Diaw et son consultant Adamanouch Kalan. C'en est tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Saïkou Seydi. Un autre rendez-vous. N'oubliez pas ce soir à 20h45 l'édition spéciale qui vous sera présentée par Mohamed Kandji et ses invités. Et ce sera sur l'ouverture du procès de Thomas Sankara ce lundi. Merci d'avoir été avec nous. C'est donc la fin de ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. On se donne rendez-vous demain à 19h45.